Durant les années 50, 60 et 70, l'armée américaine et la CIA ont lancé des programmes d'expérimentation médicale et militaire illégale à grande échelle sur des citoyens pas toujours volontaires. Olivier Piggetti, réalisateur du documentaire Les cobayes de la CIA, diffusé sur la Une ce vendredi 13 à 22h25, répond aux questions de Nicolas Bogarts qui est avec moi là tout de suite. 13h30, 14h30 sur la première. Un jour dans l'histoire. Et alors même que les États-Unis étaient le fer de lance du procès à Nuremberg d'un semblable appareil expérimental nazi, il leur a fallu quelques années pour que son armée et ses services secrets, la CIA, donc dans un contexte de guerre froide, se mettent à élaborer leur propre programme de tests à grande échelle avec des conséquences, Nicolas, aussi dramatiques que longtemps tenues secrètes. Oui, Laurent, projet Artichoke, Bluebird ou MK Ultra, ce sont les noms des principaux programmes qui impliquaient soumission psychique, manipulation mentale, lavage de cerveau, irradiation, administration de substances toxiques, figurez-vous, sur des cobayes recrutés parmi les militaires, mais également les déshérités de l'Amérique, les prisonniers, les malades et les orphelins. Le but de la manœuvre, peaufiner les techniques de guerre psychologique, de défense anti-atomique, d'interrogatoire et fabriquer ultimement une machine humaine prête à tuer. C'est un tableau noir donc de l'histoire de l'Amérique qui nous est raconté par Olivier Piggetti sur ce qui se base encore sur des témoignages et l'analyse de milliers de documents déclassifiés. Du début des années 1950 jusqu'au début des années 1970, le gouvernement fédéral, à travers l'armée de terre, de l'air, de la marine et de la CIA, a réalisé toute une batterie d'expérimentations. Ça impliquait de donner du LSD à des citoyens qui ne savaient pas qu'ils en prenaient, mettre des gens dans des chambres capitonnées sans aucun repère, des expériences sur l'hypnose, les irradiations, les armes biologiques et chimiques. La machine à broyer est en marche. La CIA et l'armée sont tellement aveuglées par leur objectif qu'elles iront jusqu'à propulser des bactéries cachées dans des ampoules électriques au cœur de New York, dans le métro, en 1966. La CIA a brûlé tous les documents. Pendant des années, Richard Helms, qui était vraiment le patron tout-puissant de la CIA, a monté tous ces programmes qui étaient des programmes qu'il avait un peu sous la main. Il ne prévenait pas d'ailleurs ses collaborateurs là-dessus. Et ces programmes sont devenus un peu son petit bébé, etc. Quand il a vu l'importance que ça a pris pendant toutes ces années et toutes les dérives qu'il y a pu y avoir, et ces commissions qui commençaient à s'accumuler en lui demandant des comptes, en lui demandant ce que c'était, parce qu'il y avait des témoignages de victimes qui s'accumulaient un peu partout, il a demandé à ses services de tout brûler, tous les documents. Et l'un de ses employés, sollicité par une commission, a retrouvé par le plus grand des hasards un carton dans lequel il restait 20 000 documents. Ces 20 000 documents sont surtout des documents financiers, mais attestent qu'il y a eu 149 programmes dans 80 institutions très prestigieuses. Je parle de très grandes universités comme Berkeley et autres. Et ces documents attestaient que des programmes de mind control, donc de contrôle de l'être humain, avaient été développés pendant des années, etc. Par la suite, il y a eu d'autres documents qui sont restés ici et là, qui ont été déclassifiés à la demande des autorités américaines. Vous parlez de tests qui visent à contrôler les attitudes ou l'esprit humain. On parle aussi de tests physiques sur les radiations, par exemple. Absolument. Alors, il y avait les tests visaient à plusieurs buts. D'abord, c'était d'une part d'essayer de contrôler l'être humain pour, par exemple, faire avouer un suspect contre son gré, pour éventuellement soumettre quelqu'un contre son gré. Et surtout, il voulait aussi créer des personnes qui seraient capables d'aller tuer une autre personne contre leur gré. Donc c'est aller vraiment très très loin. Et d'autre part, du côté de l'armée, il cherchait l'arme parfaite. L'arme parfaite étant une drogue, par exemple, que l'on pulvérisait sur une ville. Et les gens deviendraient des sortes de moutons dans la ville. Et l'armée pourrait prendre position et surtout envahir la ville sans qu'il y ait de perte du côté américain. Donc c'était vraiment le but de ces expérimentations. Mais ils ont tout essayé. Ils ont essayé des drogues de tout type, des virus, le gaz sarin, l'agent orange et des agents encore
plus important que ceci, plus dangereux que cela, ils les ont essayés partout, c'est-à-dire dans les prisons américaines, dans les universités, y compris dans le métro new-yorkais, dans les hôpitaux. Donc du coup, on allait chercher les uns et les autres, généralement des pauvres, des indigents, des noirs, tous ceux qui en fait auraient moins les moyens de pouvoir protester, et on les mettait dans des salles à part. Et on faisait des expérimentations à grande échelle sur ces personnes-là, et notamment dans les prisons. Et on a aussi pris, d'ailleurs, à l'armée, on voulait des volontaires qui sont devenus petit à petit des non-volontaires, c'est-à-dire qu'on leur promettait des permissions en plus, des congés, des soldes un peu plus importantes. Par exemple, on leur disait on va essayer des nouveaux masques à gaz. Dans ces masques à gaz, en fait, il y avait des gaz, d'autres gaz, et donc on testait ces autres gaz sur ces personnes-là. Les images sont très impressionnantes parce que ils devenaient littéralement fous. Alors, il y a une jurisprudence historique par rapport aux tests à grande échelle sur l'être humain, hommes, femmes, enfants. C'est effectivement la Seconde Guerre mondiale et la machine de guerre nazie qui a réalisé beaucoup de tests sur les handicapés, sur les prisonniers, sur les juifs. Cette jurisprudence sur le procès de Nuremberg, justement, Exactement. qui a entre autres jugé les médecins responsables de ce vaste programme allemand nazi, qui a aussi débouché sur un code de déontologie qui interdit ces tests humains. Tout à fait. Donc, ces codes sont très précis et disent qu'il est interdit de faire une quelconque expérimentation sur un être humain à l'encontre de sa volonté. Donc, c'est vraiment le code international qui régit toute l'éthique, et notamment l'éthique que peuvent avoir certains États dans le domaine militaire ou dans le domaine de la recherche sur l'esprit humain ou les expérimentations des médicaments d'ailleurs aussi. C'est valable pour ça. Et en fait, ces codes, au même moment que l'encre séchait pratiquement, là, tout le monde avait signé ces codes-là, qui sont en plus, qui est à l'origine de ces codes? Ce sont les Américains. En même temps qu'ils signaient ces codes, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leurs universités, dans leurs prisons et à l'étranger aussi, au Guatemala et ailleurs? Eh ben, ils testaient des gaz, ils testaient des médicaments, ils testaient des drogues à l'insu des populations et avec des dégâts phénoménaux. Vous avez parlé effectivement de ces tests qui ont lieu dans des prisons, comme par exemple la prison d'Olmesburg dans les années 50, 60 et 70, ce grand labo d'expérimentation humaine. On compte 1400 prisonniers pauvres et peu éduqués qui auraient été soumis à ces tests. Oui, alors il faut savoir que certains d'entre eux se retrouvaient dans des sortes de containers militaires qui avaient été introduits à l'intérieur de la prison. On testait sur ceux-ci les drogues les plus dures parce que ces hommes-là se cognaient contre les murs. Certains ont même réussi, pour vous dire, à tordre la paroi de ces containers, des parois en fer très dures, tellement leur force était décuplée par la douleur, par la folie, par la démence due à ces expérimentations. Les dégâts ont été vraiment effrayants. La prison d'Holmesburg, de 1951 à 1974, a été sans doute le plus grand laboratoire d'expérimentation humaine en Amérique. La prison d'Holmesburg en Pennsylvanie n'est donc pas le seul théâtre de ces tests à grande échelle, Nicolas. Non, Laurent, on l'a entendu, l'armée sur une base faussement volontaire des militaires, les hôpitaux psychiatriques, les instituts scientifiques, hospitaliers, universitaires aussi, ainsi que les orphelinats. C'est assez spectaculaire. Olivier Pighetti a récolté le témoignage de Gina Blacksbald, qui était une orpheline d'ailleurs dans les années 60, qui a subi ces expériences effroyables. Et il récolte aussi les témoignages des premiers lanceurs d'alerte qui vont se manifester dans les années 70 pour dénoncer le programme MK Ultra, le programme principal de test donc de la CIA. MK Ultra, c'est un programme qui a secoué l'Amérique jusqu'à la présidence. The United States of America offers a sincere apology. Financé par la CIA, des médecins ou des scientifiques traquent les indigents, les noirs ou les déshérités. Ils les repèrent dans les prisons, les hôpitaux, les casernes ou même les orphelinats. Et ils tentent, à leur insu, d'en faire des robots humains. But de la manœuvre, effacer la mémoire, trouver un moyen de faire avouer un ennemi, fabriquer une machine humaine prête à tuer contre son gré.
On leur disait, écoutez, on va tester du matériel militaire. Très souvent, c'était uniquement ça. C'était du matériel militaire. Alors, qui ne veut pas aller tester du matériel militaire contre une permission de 5 jours pour aller faire la fête à New York ou alors une promesse de sortir éventuellement quelques semaines plus tôt de l'armée. Moi, j'en ai rencontré de ces militaires-là et des années plus tard, ils ont encore des troubles du comportement consécutifs à ces expérimentations qu'ils ont eues il y a plus de 30 ans. Donc, il faut remettre les choses en position, c'est-à-dire que sous couvert de personnel en blouse blanche, qui se disait inspiré par une éthique militaire. Il s'agissait de trouver des armes non létales qui permettent justement d'instaurer la paix dans des endroits sans avoir à tirer un coup de feu. Derrière ça, en fait, c'était la destruction de l'être humain. Il y a aussi une personnalité importante qui a réalisé d'ailleurs l'expertise des médecins allemands à Nuremberg, un psychiatre, médecin psychiatre du nom de Ewen Cameron, qui a également joué un rôle dans ces programmes. Absolument. Alors, Ewen Cameron a fait l'expertise de Rudolf Hess et Ewen Cameron a été recruté par la CIA en 1957 et est devenu une sorte de savant fou. Il faut savoir qu'il était aussi président de la très puissante association de la psychiatrie mondiale, donc personne ne pouvait le contester. Et au Canada, sous couvert de la CIA, il a pris des cobayes un peu partout, qu'il a transformés en... Il les a pratiquement lobotomisés à coups de drogue, à coups d'électrochocs, à coups d'isolation dans des salles où on ne sentait même plus les matériaux qui étaient autour. Tout était noir. Les gens étaient laissés dans ces situations. On leur administrait régulièrement des drogues. Et en plus des drogues, on leur faisait des séries d'électrochocs. Elles sortaient de là. Elles ne savaient plus parler. Donc, elles avaient perdu le langage. Elles ne savaient plus comment survivre, c'est-à-dire que, excusez-moi, mais elles faisaient leurs besoins sur eux-mêmes et ils avaient des difficultés à se remémorer ce qui s'était passé pendant ces mois où ils avaient été à l'intérieur de ces cellules. Et les Canadiens sont allés assez loin parce qu'il y a eu un procès. Et Ewen Cameron n'a pas été condamné parce qu'il a fait ça sous couvert d'institutions d'État. Mais par contre, les victimes ont été indemnisées. Alors justement, dans les années 70, certains lanceurs d'alerte commencent à révéler publiquement ce qui se passe dans les couloirs de ces institutions, notamment à l'université de Cincinnati. Martha Stephens, qui est professeure de langue et littérature, dénonce ce qui se passe dans le département médical de son université, dont les membres projetteraient des radiations sur les malades dans le cadre d'un programme financé par l'armée. C'est intéressant parce que vous mettez ça au conditionnel, oui. Mais les médecins ont été condamnés pour ça. Donc le conditionnel a sauté. L'université médicale de Cincinnati a reconnu toutes les dérives et il y a même une plaque qui a été mise devant l'université avec le nom de toutes les victimes. Donc le conditionnel n'existe plus en l'occurrence. Par exemple, des femmes qui se présentaient avec, par exemple, un cancer du sein, qu'est-ce qu'on faisait? On lui disait, venez, on a un service qui s'occupe justement de ça et qui a développé des techniques assez poussées. Et en fait, on irradiait intégralement la personne, intégralement, à de très fortes doses. Et il y en a qui sont morts sous les 3 semaines qui suivaient. Et en fait, ces expérimentations visaient à être utilisées notamment pour les pilotes américains qui, au cas où ils se serviraient de la bombe atomique, peut-être on essayait de tester leur résistance à un certain degré d'irradiation. Vous avez raison de souligner le conditionnel, puisque l'université de Cincinnati a été condamnée à payer 5 millions de dollars de dommages et intérêts aux familles. Exactement. Quel retentissement ça a eu, cette information-là, sur le public ? Très décevante en fait, parce que d'abord ça s'est passé il y a longtemps et les Américains ont cette force en même temps et tendance à regarder devant plutôt que derrière. Ensuite, il y a eu des commissions, il y a eu des déclarations, il y a eu des excuses de la part des responsables de l'université, etc. Finalement, c'était qui ces gens? C'était en majorité des Noirs pauvres qui vivaient dans des quartiers un peu délabrés, etc. Tout le monde s'en fichait. On a pris beaucoup d'enfants orphelins ou de familles complètement décousues où les parents étaient dans une situation sociale peut-être un peu difficile. On s'est servi de ces enfants pour faire des expérimentations en disant aux familles, écoutez, votre enfant ne va pas bien,
il a besoin d'une assistance psychiatrique assez longue, pendant plusieurs mois, et il est meilleur pour eux que vous ne veniez pas, que vous nous laissiez faire, etc., etc. C'est toujours la même chose. C'était des médecins. Il y avait même des commissions de médecins qui recevaient ses parents. Donc on est impressionné. La médecine, c'est quelque chose en quoi on croit. On se dit, ah ben, tiens, mon gamin va aller mieux, ou alors, il est tellement infernal que finalement, c'est mieux pour tout le monde, etc. Et du coup, au nom de ça, on est capable de faire n'importe quoi. Ces médecins sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Le docteur Kleitman à Philadelphie a augmenté jusqu'à 468 fois les doses normales, à tel point que ses propres collègues trouvaient que c'était scandaleux, ont essayé de le dénoncer, et finalement tout a été enterré parce que c'était un programme de la CIA. Il y avait une chambre, elle était totalement noire, insonorisée. C'était à la fin des années 50. Des années où l'on pense que les guerres sont finies et où l'on rêve d'un monde où les enfants sont voués à un quotidien sans violence. Gina Blasbalg est alors adolescente. Sous le prétexte d'études sur le cerveau humain, des dizaines de milliers de cobayes non volontaires comme Gina vont devenir de véritables rats de laboratoire. Et les messages des premiers lanceurs d'alerte commencent à porter leurs fruits au début des années 70. Nicolas, ce qui va mener l'administration Nixon et puis surtout celle du président Gerald Ford dès 74 à prendre des mesures. Oui, on est en plein contexte du scandale du Watergate, Laurent. L'opinion publique américaine commence à entrevoir l'ampleur de la pénétration de la CIA au sein de la société civile, ce qui va donner lieu à des commissions d'enquête retentissantes, mais, ainsi que l'explique Olivier Pighetti, suivi de fort peu d'effets. Il faudra attendre 1995 pour une reconnaissance officielle des faits par le président Bill Clinton. En 1974, le président Gerald Ford prête serment. Il veut savoir ce qui se passe dans ses services, et notamment à la CIA. En 1975, il met en place une première commission d'enquête. Son travail est compliqué car les responsables de l'agence, comme le docteur Lashbrook, appelé à témoigner, mentent, bottent en touche ou minorent. En 1973, le gouvernement américain était vraiment secoué puisque c'était le Watergate. Oui. Et donc Richard Helms a commencé à trembler un peu dans ses institutions, etc. à partir de cette date-là. Donc il a effectivement demandé à ses services de brûler tous les documents. En 1975, juste après son élection, Gerald Ford demande à la commission Rockefeller de faire un bilan de toutes ces expérimentations qui ont été menées sur des êtres humains non volontaires, des citoyens américains pour la plupart, parce qu'il y avait énormément de témoignages de victimes qui s'accumulaient un peu partout. Et ces commissions se sont multipliées. Il y a eu par la suite des commissions sénatoriales. Et elles ont toutes interviewé d'ailleurs Richard Helms, les docteurs de la CIA, etc., qui ont menti d'une façon éhontée, c'est-à-dire qu'ils disaient oui, effectivement, on a fait quelque chose sur les individus, de temps en temps, sans qu'ils le sachent, mais il s'agissait surtout d'hypnose, il s'agissait de drogues pas trop puissantes, administrées devant une commission médicale, etc. Mais en fait, derrière ça, il y avait toutes ces expérimentations qu'on a tenté pendant des années de cacher et qui étaient beaucoup, beaucoup plus dangereuses que ça et qui visaient vraiment à faire de l'être humain une sorte de robot au service de l'armée ou de la CIA. Dans l'un des films d'époque que vous montrez dans votre documentaire, une des retransmissions d'une de ces commissions sénatoriales, on voit quand même Richard Helms qui est passablement secoué par un des sénateurs qui est en train de l'interviewer, qui est en train d'énumérer tous les méfaits que ça a provoqué sur ces cobayes, ces victimes. Il parle notamment de mise à mort. Le mot de mise à mort est prononcé durant cette commission. Absolument, oui. Mais Richard Helms, effectivement, est secoué, mais se demande pas, parce que finalement, en tant qu'individu, il ne peut pas être attaqué. Il est sous couvert de la CIA, donc après... il y a beaucoup de victimes qui ont obtenu des indemnisations, beaucoup d'entre elles, mais des indemnisations de la part de l'État, mais au pénal, on ne peut pas attaquer un fonctionnaire, aussi puissant soit-il,
pour des expérimentations qui ont été faites sous couvert de son institution. Il faudra attendre 20 ans et l'administration Clinton en 1995 pour qu'une nouvelle commission soit lancée et qui va mener le président Clinton à reconnaître les faits et à s'excuser, à demander publiquement les excuses au nom du gouvernement américain. Voilà, c'est très important ce que vous dites parce que on est dans une époque où les théories du complot émergent un peu partout, où les gens pensent qu'ils sont manipulés, etc. Là, sur ces expérimentations qui ont été faites par les Américains, majoritairement sur des Américains, il faut savoir que ce sont des documents de la CIA qui ont révélé ces expérimentations. Donc, c'est vraiment la source elle-même, ceux qui ont fait, qui ont révélé ces expérimentations. Et d'autre part, le président américain lui-même, donc Bill Clinton, en 1995, comme vous le disiez, s'est excusé publiquement en disant que l'Amérique était allée beaucoup trop loin et qui s'excusait donc au nom de l'Amérique pour tous les dégâts qui avaient été occasionnés suite à ces expérimentations. Alors il y a une phrase terrible dans cette déclaration de Bill Clinton. Il explique que le secret, le silence, cette chape de plomb qui couvrait ces expérimentations, n'avait pas pour objectif de préserver la sécurité du public américain, le secret défense, donc pour développer plus de sécurité, mais simplement pour éviter l'embarras et le scandale. Cette phrase est terrible. Toutes ces expérimentations ont eu lieu pendant la guerre froide et au plus dur de la guerre froide. Et il y avait une course incroyable entre les Russes, les Chinois et l'Amérique sur ces drogues. Mais les Américains ont fait beaucoup plus que les Russes et les Chinois réunis. Ils sont allés beaucoup plus loin là-dessus, dans une sorte de folie collective. Et effectivement, vous avez raison de noter que cette phrase est terrible parce qu'elle dédouane tout de même, au nom d'un intérêt suprême, ce qu'a pu faire l'Amérique. Donc, ces commissions d'enquête vont changer la manière dont les techniques d'interrogatoire, notamment, sont menées, ou est-ce que la CIA va continuer dans cette culture du secret? Vous parlez notamment du fameux scandale d'Abu Ghraib, des conditions de détention, d'interrogatoire durant la guerre en Irak qui vont faire scandale. C'est dans la lignée de cette attitude de la CIA durant la guerre froide? Alors, Abu Ghraib et Guantanamo, bien sûr. En fait, on a retrouvé dans les techniques d'interrogation de la CIA moderne, si je peux dire, un livre qui avait été écrit pendant ces années sombres, si je peux dire, jusqu'en 1975, et qui donnait des instructions comme ça. Et on parlait notamment de quoi? On parlait du waterboarding, on parlait de mettre les détenus dans des salles totalement isolées où ils perdraient totalement leurs repères. On parlait de bombarder des individus avec des musiques très très fortes pendant toute la journée, jour et nuit. On parlait aussi de leur mettre un bandeau leur permettant de ne rien voir pendant des jours et des jours. Et en fait, finalement, c'est tout ce qu'on retrouve dans la guerre moderne, suite au 11 septembre, où l'Amérique s'est affolée dans tous les sens et a utilisé des techniques qui théoriquement devraient être aujourd'hui interdites. Il serait naïf de penser que les choses ont changé. En 2014, l'histoire s'est mise à bégayer. 19 ans après Bill Clinton, Barack Obama, bousculé par les révélations sur les tortures perpétrées par la CIA, doit se justifier. Des excuses publiques qui n'ont qu'une valeur symbolique pour Gina et Ralph Blasbalg. Seul un nombre limité de victimes du projet MKUltra ont eu le courage d'engager des procédures devant les tribunaux. Les procès sont longs et la CIA rechigne à ouvrir ses archives. Traumatisée et épuisée par son expérience, Gina a renoncé à demander des compensations pour ce qu'elle a vécu. Et depuis les excuses publiques du président Clinton en 1995, finalement, Nicolas, peu de choses ont changé. Oui, c'est devenu même un dossier embarrassant pour Barack Obama, qu'on entend d'ailleurs dans ce documentaire, et dans une société qui entend aller de l'avant, comme le disait justement Olivier Pighetti, menée par la présidence toute prochaine de Donald Trump. Il ne reste qu'à croiser les doigts pour que l'histoire ne bégaye pas une fois de plus. En tout cas, pour faire œuvre de mémoire, regardez Les Cobayes de la CIA, le documentaire donc
d'Olivier Pighetti, à voir dans l'émission Retour aux sources. C'est ce vendredi 13 janvier à 22h25 sur la Une, Laurent. Rendez-vous est pris. Merci Nicolas. Avec plaisir. Un jour dans l'histoire sur la Première.